Cette année, les Utopiales, festival international de science-fiction, accueillait Neil Gaiman, auteur et scénariste britannique, qui par son talent aura au fur et à mesure des années percé dans le domaine du fantastique. Stardust, Sandman, Gaiman aura aussi écrit pour le cinéma et la télé, Doctor Who, Mirror Mask, Coraline, La légende de Beowulf, version Zemeckis. Cineweb Radio vous propose une interview avec, à ses côtés, Dave McKean, artiste aux multiples facettes, collègue et ami de Neil Gaiman. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, au milieu des années 90, le marché des comics aux États-Unis était un petit peu arrivé à un point d'ennui profond. C'était répétitif, et c'est à ce moment-là que les premiers auteurs britanniques ont pu arriver un petit peu aux États-Unis, comme Alan Moore par exemple. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je discutais avec justement des auteurs de BD, de comics aux États-Unis, on avait l'impression qu'ils ne lisaient que des comics. C'était leur seule culture. Alors que nous, quand on se retrouvait avec Alan Moore, Grant Morrison et les autres, on parlait romans, on parlait poésie, on parlait d'éditions jeunesse, de livres jeunesse de l'époque victorienne qu'on avait redécouvert, ressorti des cartons, mais on parlait pas de comics entre nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté une influence autre au sein du comics américain. Et puis tous, on était passionnés de BD et de comics depuis notre enfance, mais on avait tous cette conviction, cette passion qui nous disait qu'il y avait moyen d'en faire du mieux. Et puis c'était pas ce qui se passait aux États-Unis à l'époque, c'est pour ça. Donc je commence à réaliser quand j'y pense que pour moi la différence, c'est que les éditeurs et les auteurs aux États-Unis avaient une vision très nostalgique. Ils cherchaient vraiment un peu à recréer les comics de leur enfance, sans forcément remettre en cause le contenu ou quoi que ce soit. Ils avaient vraiment besoin de revivre un peu leur enfance, alors que chez les auteurs britanniques, on avait une vision beaucoup plus adulte. On connaissait bien sûr les vieilles références, mais on remettait en cause un petit peu notamment les valeurs transportées par ce genre d'œuvres, et on voulait les revisiter, ou en tout cas les repenser en tant qu'adultes. Et puis en plus, géographiquement, en tant que Britannique, on était un petit peu entre les deux, c'est-à-dire entre les Américains et les Européens, les Français en termes de BD, où la vision est déjà plus adulte justement. Donc on avait un petit peu la position idéale entre ces deux mondes. Donc pour cet épisode justement, The Doctor's Wife, en fait ça s'est passé au cours d'un dîner avec Steven Moffat, et c'était bien avant que Matt Smith ait été engagé pour le rôle, avant que l'annonce officielle ait été faite que Steven Moffat allait reprendre la série, et j'avais écrit moi un petit peu sur mon blog à propos de certains épisodes de Steven Moffat, donc il m'a invité à dîner, et donc pendant tout le dîner, j'ai pas arrêté de lancer des grosses allusions. Si vraiment, moi, si je devais faire un épisode, si je devais écrire quelque chose à propos de Doctor Who, enfin si je devais faire ci, faire ça, moi c'est cette idée-là qui me plairait. Donc au bout d'un moment, il a fini par me dire, bon écoute, tu sais que moi je vais reprendre la série, je sais que t'as envie de faire quelque chose, on va arrêter de tourner autour du pot, on y va. So I went away and I thought about stories. Donc voilà, je suis partie de ce dîner en essayant de penser à des idées d'histoire, et ce que je voulais au départ, donc dans cet épisode, c'était l'idée était de transformer le TARDIS en personne. Je voulais, mais surtout avant tout, faire du TARDIS un endroit dangereux. Alors comment faire un endroit dangereux avec le TARDIS? L'idée c'était qu'une intelligence maligne prenne possession. Alors dans ces cas-là, l'intelligence du vrai TARDIS, où est-ce qu'on la met? On la met dans une femme. Donc j'ai appelé Steven Moffat avec cette idée, et il a dit un TARDIS femme, super. Je signe, c'est bon. And I told him the story and he said, TARDIS girl, yes. Donc j'ai commencé à écrire l'épisode, j'ai réécrit l'épisode, j'ai réécrit l'épisode, parce qu'en fait on passait d'une saison à l'autre au fur et à mesure que le temps passait. Donc au départ c'était juste avec Amy, ensuite les personnages ont évolué à la saison suivante. Donc au final j'ai quand même eu beaucoup de chance, parce que quand il est sorti, l'épisode tel qu'il est sorti était vraiment très très bon. D'une part le réalisateur était parfait, et tout le casting était fabuleux, donc c'est très bien fini. For the new episode that I'm writing, though, the one that they are shooting right now,
If I was not, Donc pour le nouvel épisode qui est en tournage actuellement, et d'ailleurs si je n'étais pas aux Utopiales, je serais en train de vider les buffets du tournage à Cardiff, parce que c'est ça que font les auteurs. Comme ils ne font rien, ils ne travaillent pas sur les tournages, ils mangent tout le buffet et ils gênent tout le monde. Donc c'est ce que je serais en train de faire si je n'étais pas aux Utopiales. Eh bien ça a démarré sur un email de Steven Moffat qui m'a demandé de refaire un épisode, et là je lui ai dit j'ai vraiment pas le temps, je suis désolée. Et puis il a quand même réussi à me convaincre, parce qu'il m'a envoyé un mail en me disant tu te rappelles comment on avait peur des cyborgs, des hommes cybernétiques quand on était petit, et aujourd'hui ils ne font plus peur à personne. Bon voilà. Et ben est-ce que ça te dirait d'essayer de les faire effrayants à nouveau? Et là du coup il a réussi à me séduire, et du coup c'était vraiment une demande de Steven Moffat du tout au tout. Et du coup moi mon travail ça a été de me rappeler ce qui me faisait peur dans ces cyborgs de quand j'étais petit, comme Moonbase ou Tomb of Cyberman. Donc voilà, le travail ça a été vraiment de retrouver ça. that point up was mine. But that first. No, they would Donc kill me. la BBC me tuerait, hein. Ils ont des assassins, des ninjas payés pour ça. Si jamais je commençais à vous raconter, oui, je peux vous dire quelque chose sur le prochain épisode, ce qu'il va se passer, c'est que, et là vous entendriez un bruit d'arbalète ou quelque chose comme ça, et du coup vous auriez mon sang sur vos mains, et ce serait absolument atroce. And I would be taken out by the En fait, quand je suis en phase de création, je suis plutôt plantée devant ma feuille blanche, à me demander ce que je vais mettre dessus en la regardant droit dans les yeux, et je m'inquiète plutôt de comment je vais remplir la prochaine page, ou même comment je vais écrire la prochaine phrase, plutôt que de me dire alors ça ferait un bon livre, ou bien ça ferait une bonne série télé. Donc ma question c'est vraiment bon, alors comment je peux rendre ce passage-là plus drôle ou plus intéressant. Voilà. whatever. I look at it and go, Je suis pas un grand fan de l'adaptation systématique vers tous les médias possibles. Quand je crée quelque chose, j'aime bien que ce soit vraiment pour un média en particulier, un médium. Par exemple, si dans ma tête l'histoire est accompagnée d'une musique, ce sera un film, ça ne peut pas être une BD. Au contraire, si l'histoire est tout de suite plus intime, et forcément le média BD va être plus adapté. C'est vraiment l'histoire que j'ai dans la tête qui va dicter le médium que je choisis. On parle beaucoup en ce moment, par exemple, des e-books, des livres numériques, pour les lecteurs numériques. Et ce que font les éditeurs, c'est que ils prennent un livre, ils l'animent un petit peu pour le mettre sur smartphone ou sur iPad, et voilà, ils appellent ça un e-book. Ou bien au contraire, ils prennent un court-métrage, ils le gèlent un petit peu, ils le suppriment un peu le côté animé, et ils appellent ça un e-book. Donc pour moi, c'est pas du tout satisfaisant. Par contre, je serais ravie de travailler sur quelque chose vraiment spécifique, l'iPad pour le lecteur numérique, mais que ce soit fait exprès pour ce média-là. for an iPad or for an e-reader, but design it specifically to be that. with Coraline, the day I finished writing it, Pour Coraline, par exemple, une fois que j'ai eu fini de l'écrire, je l'ai envoyé à mon éditeur en lui disant est-ce que tu pourrais t'assurer que ce que j'ai écrit arrive sur le bureau de Henry Selick, parce que j'avais adoré Nightmare Before Christmas, qui n'a pas été réalisé vraiment par Tim Burton, mais justement par Henry Selick, contrairement à ce qu'on croit. Et donc Henry Selick a vraiment aimé, donc il a voulu me rencontrer. Et du coup, moi, je n'ai plus qu'à croire en ce qu'il allait faire avec ce que j'avais écrit et attendre le résultat en 2009. he said, I love it, I want to make it. I said, Beowulf existed. Donc pour Beowulf, ça s'est passé complètement différemment, parce que Roger Avary voulait faire quelque chose avec cette histoire de plutôt drôle, un film pas cher, à petit budget, façon un peu Terry Gilliam, c'est Sacré Graal. Et du coup voilà ce qu'on a commencé à écrire un peu dans cet esprit-là, et ça a bien marché. En 97, l'idée a plu, Zemeckis devait le produire, on nous a donné le feu vert, et c'est là que j'ai appris qu'en fait à Hollywood, quand on donne le feu vert, on peut le faire repasser au rouge, et finalement on a eu le feu rouge. Saying,
Robert Zemeckis saying, Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, j'ai reçu un coup de fil de Roger Avary, justement, qui m'a dit, ça y est, j'ai récupéré tous les droits pour Beowulf, donc on peut y aller, on peut faire notre petit film, petit budget, comme on le voulait, sauf que le problème, c'est que Zemeckis, entre-temps, avait décidé d'en faire un gros blockbuster façon hollywoodienne, et donc, voilà, Roger Avary m'a demandé ce que j'en pensais, ce que je devais faire, et je lui ai dit, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai, je l'ai écrit pour toi. Donc il a pris le temps de la réflexion et il a donné le feu vert de son côté à Zemeckis pour en faire ce qu'il a fait. Beowulf went to Zemeckis. Okay, Donc concernant cet épisode des Simpsons, il faut vous rappeler que c'est un dessin animé et que dans la vraie vie, je ne passe pas mon temps à attendre dans les librairies que Bart, Homer, Marge et toute la famille débarquent et pour voler en fait leur œuvre. C'est pas vraiment comme ça que je travaille dans la vraie vie. at the end of The Simpsons. Par contre, spoiler alert, à la fin de l'épisode, c'est vrai, quand je tue le barman Mo et que je dis, par contre, il y a une chose, c'est que je ne sais pas lire, bah ça c'est vrai, dans le dessin animé, je ne sais pas lire. Je ne sais pas si je peux dire vraiment que j'ai un médium favori. Je dirais que ce que je préfère, c'est faire autre chose, faire différent. C'est ça qui me motive vraiment. Même si le dessin, c'est peut-être mon premier amour, en tout cas ce que j'aime en premier, je ne sais pas. J'aime ne pas savoir ce que je vais faire le mois prochain ou l'année prochaine. Ça sera peut-être de la photo, peut-être de la musique. J'aime sauter d'un médium à l'autre et pour justement rester rafraîchir un petit peu mes idées et rester neuf. Et puis en même temps, ça nourrit toujours mon dessin. Chaque fois que j'ai fait ces sauts entre différents médias, justement, ça alimente, ça nourrit ma création pour le dessin.